Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les gens, les interactions, ce qui est surprenant. Elle aime les enquêtes, lire, ne rien faire et voir ce qui se passe. Elle aime les civilisations anciennes, les moments en famille, marcher seule aussi. Elle aime les choses qu'elle ne comprend pas. Bonjour Pauline. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer pour ce podcast qui est un peu spécial puisque Pauline, tu as créé pour SEM une masterclass sur les émotions. C'est vrai qu'avec Anne-Laure, on s'est dit il y a un sujet fondamental dans notre vie relationnelle, c'est le sujet du monde émotionnel. Souvent, nos émotions peuvent pourrir nos relations. On a besoin de savoir comment faire en sorte que ces émotions soient au service de la relation plutôt qu'elles viennent abîmer nos relations. Toi, quand on t'a partagé ce projet, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir travailler sur ce sujet déjà, lire beaucoup et de pouvoir dire à tout le monde en fait que les relations se basent sur les émotions, mais que les émotions, ça paraît très compliqué comme ça. On les connaît pas bien, elles nous font peur, on les ignore, alors qu'en fait, elles font partie vraiment de nous, de notre fonctionnement. Et quand on les comprend, quand on les apprivoise, eh bien, en fait, elles viennent simplifier la relation. Elles viennent l'enrichir et la simplifier. Et en fait, je trouvais ça vraiment merveilleux de pouvoir m'exprimer là-dessus, travailler là-dessus et partager ce que j'ai découvert à ce sujet. Quand est-ce que tu as découvert, toi, le monde émotionnel, c'est-à-dire tu dis tout ce que tu as pu comprendre, tu le connais tout ça depuis que tu es petite ou bien c'est récent? Alors je crois que j'ai découvert que j'avais des émotions quand j'ai eu des enfants, parce qu'avant je ne savais pas trop ce que c'était des émotions, je savais pas, j'avais beaucoup je faisais beaucoup de colère, mais c'est tout, voilà, ça se résumait un peu à ça, les émotions, à de la colère, et je savais pas du tout quoi en faire. Et je savais pas à quoi ça servait surtout. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai bien vu ces volcans émotionnels chez mes enfants. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait chez eux, comment moi, en tant que maman, je pouvais les aider à traverser ces situations qui paraissaient un peu volcaniques en fait. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, à comprendre, à découvrir. Et tous les jours, ça m'aide au quotidien, que ce soit dans mes relations familiales, dans mes relations amicales, professionnelles, et aussi dans la relation avec moi-même. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ta vie de femme en tant que mère, c'est-à-dire comment est-ce que tu as vu que tes enfants pouvaient être pris par leurs émotions. Tu parles de volcan. Je pense que tous les parents qui nous écoutent ont déjà vécu cette expérience. On voit notre enfant qui est plein d'émotions et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi est-ce que les enfants sont particulièrement pris par toutes leurs émotions? En fait, il y a une raison toute simple à ça. C'est que dans le cerveau, en fait, il y a un centre spécifique aux émotions. Et ce centre est mature in utero déjà, dans le dernier mois de grossesse. Donc l'enfant ressent des émotions déjà in utero. Et dès la petite enfance, en fait, ce centre est extrêmement développé et super puissant. Mais pour venir réguler cette émotion, il y a un autre centre au niveau du cerveau neurologique qui n'est pas mature chez l'enfant et qui n'est vraiment mature que vers 15 ans. Et donc, en fait, on assiste à ces explosions émotionnelles chez l'enfant dont on ne sait pas quoi faire, qui nous font peur, qui nous perturbent, qui nous dérangent, qui parfois nous laissent un peu en désarroi. Mais tout simplement, c'est à nous, en tant que parents, d'accompagner l'enfant et de permettre la régulation de ses émotions, la compréhension et la régulation de ses émotions, et de leur apprendre à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et qu'est-ce qu'elles viennent dire
de la situation qu'ils sont en train de traverser. J'ai tout de suite envie de t'interroger sur un cas hyper concret d'un parent qui verrait son enfant se mettre régulièrement en colère, faire des grandes colères. J'ai un ami qui m'a confié ça l'autre jour. Il m'a dit « Ma fille, arrête pas de se mettre en colère, je ne sais pas quoi faire. » Qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents-là ? Donc la colère, c'est l'émotion qui vient dire qu'il y a quelque chose qui est perturbé chez l'enfant, quelque chose qui est atteint dans sa dignité, dans son existence. En fait, parfois, il y a quelque chose qu'il essaye de dire et qu'il n'y arrive pas, et donc il explose en colère. Et en fait, le parent, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est tenté d'abord de dire arrête, calme-toi. Mais je pense qu'on est tous conscients que jamais le fait de dire à quelqu'un calme-toi n'a réussi à calmer la personne. Et on est tenté de dire va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Mais en fait, l'enfant, il a qu'un besoin, en fait, c'est d'être entendu sur ce qu'il a à dire, sur le mal-être qu'il ressent. Donc, le parent, il peut dire « Je vois que tu es en colère. Tu as le droit d'être en colère. » En fait, c'est même pas un droit, c'est que c'est dans sa nature. C'est la nature qui vient déclencher cette colère parce qu'il y a quelque chose qui est perturbé chez lui. Et donc, le parent, il a juste à écouter et à dire « Ok, je vois que tu es en colère. J'entends. Dis-moi comment elle est cette colère à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui bouge dans ton corps quand tu es en colère ? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère ? » Et en fait, aussitôt, et pour l'avoir testé, l'enfant s'apaise. L'enfant se calme et puis il va apprendre à donner ses mots à lui sur ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi la plupart des parents n'arrivent pas à faire ce que tu viens de proposer, ce que tu viens de suggérer, c'est-à-dire juste écouter l'émotion et essayer de la comprendre ? Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas à quoi sert une émotion. On ne sait pas nous-mêmes à quoi sert l'émotion. Et en fait, on n'est pas à l'aise avec nos propres émotions, pour plein de raisons. Parce que peut-être quand on était enfant, on n'avait pas la possibilité d'exprimer nos émotions. Peut-être parce que tout simplement, on n'a pas compris que l'émotion fait partie intégrante de nos vies, de notre fonctionnement, et qu'en fait, c'est un système d'adaptation à notre monde et que c'est un processus naturel qui fait vraiment partie de nous et auquel on ne peut pas échapper du tout. Et donc, en fait, quand on ne sait pas à quoi servent les émotions, on ne peut pas du tout aider la personne qui est en face de nous. On ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un qui subit une émotion forte parce qu'on ne va pas savoir quoi faire, en fait. Et c'est bien ça qui est dommage parce que du coup, on va peut-être nier l'émotion de l'autre. On va lui dire, on va faire comme si elle n'en avait pas, donc on va s'en détourner. Ou alors on va lui dire, t'as pas le droit d'être en colère. On va peut-être lui donner des solutions tout de suite. Et puis la personne, elle va se retrouver un peu triste parce qu'elle n'aura pas été entendue dans ce qu'elle est en train de vivre. Et puis le lien va se dégrader, va se distendre et va générer de la frustration et chez l'un et chez l'autre. On a l'impression qu'une personne qui arrive à bien gérer ses émotions, à masquer, à ne pas montrer ses états d'âme, ce qu'il ressent intérieurement, est une personne qui est plus en maîtrise. On va dire « Ah, c'est une personne qui est solide ». Tu vois, on va utiliser tout un vocabulaire qui est très aussi positif vis-à-vis de cette personne-là, alors que celle qui va pleurer, qui va exprimer ce qu'elle ressent, on va la voir comme quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible. Tu vois, cette distinction comme si, socialement parlant, on valorisait davantage quelqu'un qui était plus en maîtrise et en contrôle de ses émotions que quelqu'un qui est dans la connexion avec ses émotions et qui les exprime. En fait, je pense qu'il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'une personne qui va exprimer tout le temps ses émotions et qui va en parler tout le temps et qui va tourner en fait toute sa vie autour de ses émotions, en fait, elle va peut-être se faire un peu contrôler par ses émotions. Et donc, il lui manquerait certainement de connaître et de comprendre ce qu'elle est en train de vivre et qu'est-ce qu'elle peut faire de cette émotion pour pouvoir avancer et aller et s'ouvrir des perspectives dans la vie. Après, l'inverse, c'est vrai que
on vante les mérites de ceux qui sont dans l'hyper-contrôle de l'émotion. Mais ça a un côté un petit peu finalement limité parce que l'émotion fait partie de la vie et on ne peut pas le nier. Et en fait, si on veut vraiment être dans la réalité, dans notre réalité, dans la réalité de l'autre, on est obligé de prendre les émotions en compte parce que c'est la manière dont on vit. Donc, si on est dans l'hyper-contrôle, on va être un petit peu dans l'antipathie, en fait. On va être un petit peu dans le surhomme, mais qui est un petit peu déconnecté du réel. Donc, finalement, on va un peu se détourner de ces personnes-là parce qu'en fait, inconsciemment, on va se dire elles ne vont jamais nous comprendre. Et les personnes qui disent qui ne ressentent ni la peur, ni la joie. En fait, si une personne ne ressent pas la peur, c'est une personne qui est dangereuse parce qu'en fait, elle va se mettre en danger, elle va mettre les autres en danger. Donc, la peur, avant tout, elle est faite pour nous sécuriser, pour nous protéger. Je pense que si l'être humain n'avait pas connu la peur, ne connaissait pas la peur, on se ferait tous écraser au coin de la rue quand on sort, on se serait fait tous manger par les loups et les ours. Et donc la peur, c'est avant tout une émotion qui nous protège. Et elle est indispensable. Donc quelqu'un qui dit « j'ai pas peur », c'est quelqu'un qui ment ou c'est quelqu'un qui est dangereux. Donc en fait, elle n'est pas très crédible, cette personne-là, au final. Quand j'entends Pauline, tu parles du surhomme, et c'est vrai que, de nouveau, aussi un peu dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les femmes sont souvent plus à l'aise avec leur monde émotionnel que les hommes. Alors, c'est peut-être un stéréotype de genre, c'est peut-être quelque chose qui est faux, mais qu'est-ce que tu en penses dans cette distinction entre les hommes et les femmes par rapport au monde émotionnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait naturel ou culturel, cette meilleure connexion avec les émotions que peuvent avoir les femmes et cette distance avec le monde des émotions que peuvent avoir certains hommes? Alors en fait, hommes et femmes, on est fabriqués pareil à la base. C'est-à-dire qu'on a tous le même mécanisme émotionnel. C'est-à-dire que devant un danger, le corps est comme ça, il va activer le circuit de la peur. Devant l'atteinte à l'intégrité, il va déclencher le circuit de la colère. Devant un événement heureux, il va déclencher le circuit de la joie. Et ça, homme ou femme, c'est pareil. Après, effectivement, à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petites différences. Mais c'est plus culturel. Quand un enfant, un garçon lui dit si t'es un homme, t'as pas peur, bien sûr qu'il va apprendre à cacher sa peur. Et si on dit à une fille la colère, c'est pas bien, bah, la fille, elle va apprendre à cacher sa colère et elle va peut-être plutôt pleurer. Donc, c'est plus les injonctions de la société, de notre éducation, qui vont faire en sorte qu'à l'âge adulte, on observe ces différences-là. Mais fondamentalement, on est fait pareil. On est fabriqué pareil. Donc ça veut dire que la gestion des émotions est quelque chose de plus culturel, qui s'éduque, qui s'apprend. Le fait qu'on ressente des émotions, ça c'est universel, mais la façon dont on va vivre ces émotions, c'est plutôt, on va dire, éducative, culturelle, en fonction de son histoire personnelle. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut le changer, qu'on peut évoluer. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait je suis ultra émotive et je ne sais pas quoi en faire, eh ben, en fait elle peut apprendre à gérer plus ses émotions. Quelqu'un qui est plutôt très déconnecté peut apprendre à être plus en connexion avec ses émotions. Bref, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer et changer du coup ? Oui, franchement je pense, à part s'il y a une pathologie ou parce que ça existe, ces pathologies, c'est justement le fait qu'on ait observé dans certaines pathologies des personnes qui ne ressentaient plus leurs émotions, qu'on a bien compris que c'était quelque chose de tout à fait normal et physiologique. Donc, tout le monde a ce fonctionnement émotionnel-là et il n'y a pas d'âge pour apprendre à découvrir ses émotions et à se connecter. Si à 40 ans, 50 ans, on se rend compte qu'on est envahi de colère en permanence, etc., eh ben, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et au contraire, c'est le moment ou jamais de découvrir voilà, cette émotion. Quel message elle m'apporte ? Quel message elle vient me dire sur un des besoins fondamentaux, sur un de mes besoins fondamentaux qui est perturbé. En fait, c'est ça le rôle de l'émotion. C'est de dire, là, il y a quelque chose, que ça soit dans ta pensée, dans ce que tu es en train de vivre, dans la situation extérieure, il y a quelque chose qui vient perturber tes besoins fondamentaux. Et donc,
l'émotion, elle vient dire, voilà, tu as un message. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'adapter, pour rétablir le besoin qui est perturbé et pour t'adapter à cette nouvelle situation. Et en fait, il y a pas de homme ou femme, que ça soit 20 ans, 40 ans, 70 ans, il est toujours temps d'aller travailler et visiter ses émotions parce qu'on a toujours à apprendre à découvrir de soi et ça va toujours nous apporter un surcroît de vie, en fait, de découvrir ce qu'il y a derrière cette émotion parce que ça vient aller travailler en profondeur dans nos vies, dans nos existences et dans nos relations. Tu as dit peut-être que ça fait un peu peur. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur d'aller visiter ce monde-là, d'aller se mettre à l'écoute de ce ressenti-là, ce ressenti émotionnel? Ça peut faire peur parce que ça nous oblige à nous connecter à la réalité, à ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment de ce qu'on traverse, de ce qu'on est en train de vivre, de notre passé. Et parfois, c'est pas toujours drôle, et bien voilà, de se dire, j'ai peut-être pas été assez aimée ou je me suis pas sentie assez aimée par mon père ou par ma mère. Et en fait, je ressens de la tristesse. Et en fait, ça peut faire peur d'aller visiter parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de figé, qu'on va pas pouvoir changer ça. Alors qu'en fait, justement, quand on découvre les messages de nos émotions, on va pouvoir, en deuxième temps, constater ce qui est et agir. C'est-à-dire, aujourd'hui, tel besoin, je comprends que tel besoin a été perturbé dans mon enfance, dans mon adolescence. Mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour aller rétablir le besoin. Si quelqu'un m'a blessée dans mon enfance, je ne pourrais pas forcément lui demander d'aller réparer la blessure. Mais je peux faire quelque chose pour aller réparer ce besoin de reconnaissance ou ce besoin d'estime ou ce besoin d'affection. Je peux décider de faire quelque chose moi-même pour rétablir ce besoin. J'ai l'impression que ce qui nous empêche d'aller aussi se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est qu'on a tendance à moraliser nos émotions. C'est-à-dire, c'est pas bien d'être en colère, par exemple, c'est pas bien d'être triste, ou il y a des choses, on a le droit, on n'a pas le droit, c'est bien ou c'est mal, et dès lors qu'on moralise, on va aussi s'interdire de les exprimer, ou alors parfois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, comme moi, d'exprimer une émotion, de dire en ce moment, par exemple, je suis triste. Je te confiais ça tout à l'heure, Pauline, je dis, moi j'ai une fille qui est rentrée au pensionnat très jeune, et en fait, ça me rend triste de plus avoir ma fille près de moi, elle me manque. Mais comme elle est très très heureuse, c'était son choix et qu'elle est extrêmement épanouie, mon entourage me dit tu n'as pas le droit d'être triste parce que ta fille est bien. Et moi en tant que maman je me dis ce serait mieux, ou c'est la meilleure posture, c'est de ne pas parler de ma tristesse et de dire mais si je suis très contente, tout va bien parce que ma fille est bien. Donc c'est comme si ressentir de la tristesse dans cette situation était illégitime et j'avais pas le droit de l'exprimer, tu vois. Et moi je ressens souvent que parfois, je ressens une émotion, je voudrais la partager à mon entourage et il y a comme une négation de mon émotion en me disant « t'as pas le droit, le plus important c'est le bien de ta fille, le plus important c'est ça » ou voilà, ou alors un autre cas de figure, c'est « t'as pas le droit parce qu'on va comparer à une autre situation ». Par exemple, une autre situation, je veux dire, je me sens inquiète matériellement en ce moment, j'ai une insécurité, financière. Et là, on va me dire, mais non, mais t'as pas le droit, regarde, les SDF dans la rue, eux, ils ont le droit d'être mal, mais toi, tu n'as pas le droit. Et donc, tu as une émotion qui est celle de l'insécurité et de la peur, et quelqu'un de proche vient te dire, non, en fait, t'as pas le droit. Tu comprends ce que je veux dire ? Et souvent, moi en tout cas, je suis souvent confrontée à ces situations-là dans ma vie, et j'ai l'impression que ça bloque quelque chose aussi en moi dans ces moments-là. Alors, il faut se dire une bonne fois pour toutes que les émotions, elles sont toujours légitimes. Parce que c'est comme ça, on fonctionne comme ça. C'est comme si tu ressens la faim et on va te dire « Ah ben non, t'as pas le droit d'avoir faim. Regarde, les pauvres dans la rue, ils ont pas à manger. » Donc c'est impossible de raisonner comme ça. Ça, c'est vraiment... tu peux pas avoir une relation juste et épanouissante si tu peux pas ressentir tes émotions et les partager. C'est impossible. Une émotion, elle est toujours légitime. Toujours, toujours. C'est comme ça. Mais ça, il faut le répéter des milliers de fois. L'émotion, elle est naturelle. Et parce qu'elle est naturelle, elle est légitime.
Et ce que tu es en train de vivre là, toi Thérèse, c'est ce que tu es en train de ressentir. Et si tu es triste parce que ta fille est en pension, mais c'est normal, c'est légitime. Et tu as le droit de pouvoir le dire, le vivre et le partager et de pleurer parce que tu es triste. C'est pas parce que ta fille est heureuse que toi, tu peux pas être triste. C'est pas incompatible en fait. Parce que toi, tu vis cette émotion. Et en fait, ça, c'est peut-être la seule chose à retenir, en tout cas en premier lieu, c'est de dire toutes les émotions sont légitimes. Mais ça, c'est indispensable de comprendre ça. L'autre est stressé, eh ben c'est légitime. L'autre a peur, c'est légitime. Moi, je suis inquiète, eh ben c'est légitime. Maintenant, on va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette émotion-là? Donc, qu'est-ce que ça vient dire de la situation et qu'est-ce que je peux faire? Parce que l'émotion, ça vient bouger quelque chose en nous. Alors, tu dis que toutes les émotions sont légitimes et qu'il ne faut pas les moraliser. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là? Parce que, imaginons, je reprends le cas, ma fille va en pension, je suis triste et je pleure devant elle à la rentrée, je lui dis que je suis triste. Moi, ce dont j'aurais peur, c'est que ça la mette un peu dans une sorte de conflit intérieur en disant, mais en fait, mon choix va rendre triste ma maman, donc une sorte de chantage affectif ou de quelque chose qui va aussi la priver de liberté. Donc, comment faire pour que l'émotion que je ressens, à la fois je l'accueille, mais elle ne vienne pas contaminer l'autre, qu'elle ne vienne pas, que je ne vienne pas la faire porter à l'autre. Comme, pareil, je peux être en colère. Comment faire pour que je ne m'emporte pas dans ma colère et que je ne commence pas à hurler ou à casser des choses ou à insulter parce que je suis débordée par ma colère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'entends ton point de dire c'est légitime, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour quand même faire en sorte qu'elle ne vienne pas abîmer le lien? Parce que, en fait, ressentir une émotion est toujours légitime. Après, c'est ce que tu vas en faire qui va être plus ou moins légitime. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller exprimer forcément ton émotion à ton enfant. C'est pas forcément le lieu, le moment et la bonne personne. L'émotion, elle doit être exprimée à quelqu'un qui va l'entendre. Parce que sinon, si tu exprimes ton émotion comme ça à quelqu'un qui, en fait, en a rien à faire, finalement, ça va te créer encore plus de frustration et de tristesse parce qu'elle ne va pas être entendue, ton émotion. Et donc, ça va générer de la colère et de la culpabilité parce que c'était pas le bon moment et que tu as l'impression d'avoir embêté les gens, etc. Donc, c'est très important de comprendre que l'émotion qu'on ressent, elle est légitime, toujours. Maintenant, la manière de l'exprimer, en fait, on a le choix de la manière de l'exprimer et à qui on doit l'exprimer. La colère, on peut ressentir de la colère sans casser les portes et les vases qui sont autour de nous. En fait, on peut dire je ressens profondément de la colère quand tu me parles comme ça. Par exemple, si quelqu'un te parle mal ou te coupe tout le temps la parole ou t'envoie te dit des propos blessant ou humiliant, tu peux ressentir cette colère, le dire, c'est pas pour autant que tu dois le gifler. Voilà. Mais en revanche, la colère que tu ressens, elle est légitime, elle est normale et heureusement qu'elle est là. Heureusement, parce qu'elle vient dire, mais la situation, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais il y a une manière de l'exprimer et il y a une manière d'agir pour que l'autre entende cette colère et pour que toi, tu puisses rétablir de manière harmonieuse et pas dégrader en fait la situation. Je ne sais pas si ça vous parle, vous qui nous écoutez, mais moi, il m'arrive souvent de ressentir de la culpabilité quand je me laisse trop entraîner par mon émotion. Imaginons que j'étais vraiment en colère contre un de mes enfants ou pour un membre de ma famille et je me laisse emporter par ma colère et après, j'ai toujours l'émotion de la culpabilité qui va me dominer en me disant mais j'aurais pas dû, je me suis emportée. Et en fait, j'ai toujours un peu deux effets. Il y a un peu qui se coule derrière que en plus de l'émotion que j'ai, je vais ressentir une autre émotion qui est celle de me sentir coupable de ne pas avoir su gérer cette émotion-là, par exemple de la tristesse ou bien une émotion souvent désagréable en fait, c'est là qui pose le plus problème et c'est vrai que dans la question de la gestion émotionnelle, c'est comment faire en sorte de s'épargner ce sentiment de culpabilité qui peut nous envahir
après coup. Oui, bah, tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai écrit cette masterclass. Parce que, en fait, dans ce que tu dis, c'est une émotion qui entraîne une autre émotion et qui entraîne une autre émotion. Donc, la colère qui entraîne la culpabilité, qui entraîne la tristesse. Et en fait, tu t'en sors pas, en fait, de l'histoire. Alors qu'en fait, il y a deux choses. Dans l'émotion, tu as l'expression de l'émotion. Tu as la manière déjà de la ressentir et puis de l'exprimer. Et puis, si ça s'arrête là, elle va toujours revenir ou en fait, ça va tourner en rond. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Voilà, je ressens de la colère parce que... Et qu'est-ce que je fais pour rétablir ce besoin? Il y a toujours deux choses. Il y a tu ressens et t'exprimes et il y a tu agis. Et c'est là, en fait, il y a une espèce de temps, en fait, d'espace à avoir, à donner entre l'émotion et l'action. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est que pour pouvoir exercer notre liberté et grandir et acquérir des degrés de liberté, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement libre, mais en tout cas, on acquiert des degrés de liberté, eh bien, en fait, il faut s'autoriser à mettre de l'espace et à se donner le temps de répondre à cette émotion de manière juste. Mais ça me fait penser à quand même une autre distinction qui me semble importante de faire. Quand je t'entends, c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. Nos sentiments, parce que tu dis là laisser le temps et pour moi l'émotion c'est quelque chose de plus soudain qui me submerge en un coup et souvent ça m'amène à avoir une réaction très rapide. Je ressens de la colère, je crie, ou bien j'ai peur, j'agresse, mais tu vois c'est assez rapide. Et le sentiment c'est comme un sentiment amoureux ou quelque chose là qui va rester plus longtemps. Je sais pas comment toi tu ferais cette distinction là. D'abord je vais revenir sur le contrôle. On n'a pas le contrôle sur les émotions, on a le contrôle sur la réponse qu'on donne à nos émotions. Les émotions, en fait, on ne peut pas dire je gère mon émotion, elle est là de toute façon. Donc en fait, on n'a pas de pouvoir sur l'émotion en tant que telle, mais sur la réponse qu'on va donner. Et alors après, pour la distinction entre émotion et sentiment, ça j'en parle dans mon masterclass parce que c'est important, il y a des émotions qui sont primaires. C'est la colère, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. Et c'est des émotions un peu comme de survie qui nous protègent en permanence et qui sont des messages un peu urgents. Donc, effectivement, l'émotion de base, elle dure pas longtemps. Alors après, quand on éprouve une forte colère pour une situation qui paraît pas très importante, on peut quand même se poser la question « Tiens, pourquoi je réagis de manière aussi forte et presque démesurée par rapport au déclencheur en fait ?» Là, parfois, c'est intéressant d'aller un peu creuser pour voir s'il n'y a pas une accumulation de colère non gérée ou il n'y a pas eu d'action en fait, de fait. Et pour comprendre en fait, peut-être qu'il y a un message urgent et qui vient ressortir de manière un peu plus explosive dans cette situation-là. Et après, donc le sentiment, on va dire, pour simplifier là, le sentiment, c'est l'émotion qui dure en fait. C'est des déclinaisons d'émotions ou des combinaisons d'émotions. Donc là, on fait une distinction entre l'émotion et le sentiment, mais il y a autre chose aussi, c'est la question des humeurs. On pourrait se dire que on se laisse un peu envahir par ses émotions en fonction de ses humeurs ou de son cycle hormonal, parce que tout à l'heure on faisait la distinction entre les femmes et les hommes, et l'impression qu'un lundi on peut être méga en forme et un mardi mais au bout du rouleau et on a l'impression d'avoir ces montagnes russes émotionnelles en permanence. Est-ce que c'est pas aussi lié à ce monde hormonal? Oui, alors dans la masterclass, j'explique en fait, je fais une distinction entre les humeurs, le sentiment, l'émotion. Et les humeurs, c'est un état en fait, c'est un état de base qui nous habite. On ne sait pas toujours pourquoi, il n'y a pas toujours de réponse, de raison apparente. Alors parfois, si on creusait, on pourrait trouver, mais il n'y a pas de déclencheur comme ça, soudain, subit et immédiat. Et c'est vrai que les femmes sont sujettes, de par leurs hormones, à des états émotionnels perturbés, différents,
euh, qui nous font faire des ascenseurs émotionnels. Après, quand on comprend quand même le mécanisme émotionnel, on peut plus facilement arriver à faire la distinction. Voilà, là, c'est juste mon état, mon cycle, en fait, le moment de mon cycle qui m'amène à cet état de tristesse ou d'agacement ou de colère, mais il n'y a pas forcément une raison précise et immédiate. Oui, mais ce que j'entends dans ce que tu partages, Pauline, c'est que, et ce que tu dis depuis le début, hein, c'est que la compréhension nous permet de mieux réguler ses émotions, de mieux vivre avec ses émotions. En fait, c'est comme si les émotions, voilà, elles sont là au fond de nous, mais de mettre de l'intelligence, de mettre de la conscience, de mettre de la réflexion, va nous permettre de vivre avec tout ça, vivre avec tout ce qu'on ressent. Tu parles du lien avec le cycle, c'est vrai, de pouvoir se dire « Ah là, mais c'est parce que je suis en période de règles ou bien au contraire en période ovulatoire et que ça me met dans tel ou tel type d'humeur et donc aussi un peu je ressens plus telle ou telle émotion. Parfois juste la fatigue, je trouve que ça c'est important aussi de sentir que quand on est fatigué, on va ressentir plus certaines émotions et parfois elles vont un peu prendre trop de place, elles vont un peu être exagérées. En fait, c'est comment avec mon intelligence, je saisis ce que je vis au niveau émotionnel et c'est là que je regagne en liberté intérieure. Et d'où l'importance de ta masterclass parce qu'elle nous permet de comprendre le fonctionnement. En fait, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer le bienfait, selon toi, d'avoir cette compréhension? Tu vois, parce que surtout que ta masterclass, elle est très pédagogique, tout le monde devrait l'entendre, le savoir, cela. À partir du moment où on comprend comment on fonctionne, pourquoi on ressent cette émotion et qu'est-ce qu'on peut en faire surtout. Quand on arrive à ventiler notre univers émotionnel, on est beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes déjà. Ça nous amène justement à la relation, dans la relation, à comprendre et à être capable d'être en face de quelqu'un qui vit une émotion différente de la nôtre, mais ça nous permet en fait d'être à côté de lui, de comprendre ce qui se passe, de l'aider à comprendre ce qui se passe et d'être là pour lui. En fait, à ce moment-là, on se détourne un peu de nous, on se met vraiment en face de l'autre et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre, lui ou elle, à ce moment-là? Et en fait, ça nous procure un sentiment incroyable. Alors, je ne sais pas s'il existe un nom pour ce sentiment, c'est à chacun de le découvrir, mais le sentiment, en fait, de se dire, bon, moi, je suis à l'aise. En tout cas, je comprends mon univers émotionnel, mais là, je peux, du coup, être complètement à l'autre et être présent à ce qu'il vit et être à ses côtés, que ce soit dans les joies ou dans les peines. D'être vraiment soi-même, mais tourné vers l'autre. Et ça, c'est un sentiment qui est incroyable et qui permet à la relation d'être plus riche, plus intense et de durer et surtout de traverser toutes les épreuves de la vie, les difficultés, les aléas qui sont permanents au final. Mais ça nous permet en fait de nous adapter ensemble à ce que la vie nous réserve. C'est génial ce que tu dis là parce que dans un premier temps, on pourrait penser qu'aller suivre une masterclass sur les émotions, c'est encore un truc très nombriliste. On va se regarder soi-même, moi et mon mal-être, moi et mes émotions, et tu vois, qui est vraiment auto-centré. Et là, tu es en train de nous expliquer une chose, c'est que cette compréhension de nous-mêmes, de notre fonctionnement, va nous permettre d'être plus dans la relation à l'autre, plus ordonné à l'amour, en fait, de pouvoir accueillir l'autre avec ce qu'il est. Et en tant que compagne, en tant que compagnon, mais aussi en tant que parent. Enfin, moi, je pense que cette masterclass, elle est indispensable pour tous les parents parce que, comme tu l'as très bien expliqué au début, nos enfants vont vivre plein d'émotions. Si pour nous-mêmes, on n'a pas compris le fonctionnement des émotions et si nous-mêmes, on ne sait pas les regarder et agir en fonction, on n'arrivera pas à accompagner nos enfants. Donc, on va être dans des conflits, donc on va être dans des difficultés parce que nos enfants ne vont pas se sentir écoutés et compris, quoi. Et ça, je pense que c'est une vraie clé. Et je le dis aussi en tant que maman, que d'arriver à rentrer dans cette dimension-là pour soi-même qui nous permet d'être après à l'écoute des autres. Et j'aime bien ce petit mouvement qui est, je prends un tout petit peu de temps pour moi, mais pour être plus présent à l'autre, dans la relation à l'autre. Et aussi, quand même, de comprendre que quelqu'un qui serait très coupé de ses émotions, ben, mine de rien, il se coupe aussi des autres. Et je trouve que c'est dans les deux sens que tu partages là, d'où l'importance de ta masterclass.
Mais Pauline, on pourrait t'écouter pendant des heures parce que c'est vraiment passionnant. Il y aurait 1000 choses à dire sur ce monde-là. Et puis c'est pour ça que tu l'as créé, cette masterclass, pour nous raconter ces 1000 choses. Et avec beaucoup de pédagogie. Quand j'ai suivi ta masterclass, je me suis dit une chose. Il faudrait que dans toutes les écoles du monde, on puisse recevoir tout le contenu que tu donnes. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit être enseigné à n'importe qui dès le plus jeune âge, parce que c'est quelque chose de très logique, de très aussi pragmatique, puisque tu donnes aussi des conseils, qui devrait vraiment faire partie de l'enseignement obligatoire. Alors, nous, adultes, on ne l'a pas reçu. Certains enfants, dans certaines écoles exceptionnelles, le reçoivent aujourd'hui. Mais il faudrait que ce soit systématique, que cet enseignement sur les émotions soit donné. Alors, si vous voulez donc une leçon de rattrapage, elle est possible sur SEM. Mais avant de terminer, Pauline, s'il y avait une chose que tu voudrais transmettre aujourd'hui, que tu aurais voulu apprendre, toi, plus jeune, plus tôt, que tu voudrais partager, ce serait laquelle ? En fait, il y a une chose que j'aurais aimé comprendre, et en tout cas que j'aime comprendre maintenant, c'est que l'émotion est légitime. Voilà, l'émotion, c'est quelque chose de physiologique, de normal, de légitime. Et plus encore, c'est quelque chose de puissant qui nous met en mouvement et qui va permettre de créer du lien et de les comprendre, d'apprivoiser cet univers émotionnel. C'est quelque chose de tellement enrichissant et qui ouvre tellement de portes devant des situations qui paraissaient inextricables, où il n'y avait pas de porte ouverte. Si, en fait. En fait, l'univers émotionnel permet de développer des relations enrichissantes, nourries et belles, en fait, et vivantes. Merci en tout cas, Pauline, d'avoir accepté de faire cette masterclass. Merci pour ce temps d'échange. Et puis, je vous encourage à suivre cette masterclass disponible sur SEM. Merci Thérèse. Et là, je pourrais dire que c'était une grande joie de travailler ce masterclass et de pouvoir vous le présenter. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,